Evelyne, à partir d'aujourd'hui, prends soin de maman. J'ai 27 ans et je m'appelle Evelyne. C'était la seule explication que mon frère m'a donnée en poussant précipitamment notre frêle-mère dans son fauteuil roulant sur le porche de mon appartement exigu. Avant que je ne puisse réaliser, ma belle-sœur s'est penchée par la fenêtre de leur SUV de luxe. Elle a affiché un sourire moqueur. Elle a besoin qu'on la baigne et qu'on la nourrisse tous les jours. Bonne chance. Puis ils ont démarré en trombe. Ils pensaient s'être débarrassés de leur fardeau avec succès, mais un mois plus tard seulement, ils allaient découvrir une vérité qui allait complètement briser leur vie arrogante. Avant de plonger dans le déroulement de ce drame familial tordu et dans le karma ultime auquel ils ont fait face, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à mettre en lumière d'autres histoires satisfaisantes. Maintenant, revenons à l'histoire. Je suis resté pétrifié sur le porche. Ma mère était assise dans le fauteuil roulant, la tête baissée, évitant mon regard. Quand j'avais 18 ans, elle m'avait dit de me débrouiller seul dans la vie afin de pouvoir consacrer toutes ses ressources à son fils chéri. Elle lui a payé les frais d'université, sa première voiture et une maison. Je n'ai rien eu d'autre que la porte claquée au nez. Je l'ai regardé maintenant. La femme autoritaire qui le préférait autrefois à moi avait disparu. À sa place se trouvait l'ombre fragile d'une femme victime d'un AVC. Abandonnée par le fils même pour lequel elle avait tout sacrifié. J'ai avalé l'amertume de mon ressentiment. J'ai saisi les poignées de son fauteuil roulant et je l'ai poussé doucement à l'intérieur. La porte s'est refermée, nous laissant, la femme que j'appelais autrefois maman et moi, dans un silence étouffant et embarrassant. L'espace à l'intérieur de mon appartement a soudainement semblé restreint. Les premiers jours se sont transformés en une bataille de volonté sans merci. Maman refusait catégoriquement sa nouvelle réalité. Elle refusait de reconnaître son environnement ou de me parler. Lorsque je lui apportais ses repas, elle repoussait fermement le plateau. La soupe s'est renversée, tachant mon tapis. Elle a exigé de retourner immédiatement chez Bradley. Elle insistait sur le fait qu'il avait fait une erreur, affirmant qu'il allait faire demi-tour d'une seconde à l'autre pour venir la chercher. J'ai simplement nettoyé la nourriture renversée sans dire un mot. Je suis retourné à la cuisine, j'ai préparé un autre bol et je suis revenu. Je me suis assise à côté de son fauteuil roulant, tenant la cuillère près de sa bouche jusqu'à ce qu'elle cède enfin à la faim. Le fardeau physique qu'imposaient ses soins m'a frappé instantanément. Son AVC avait laissé tout son côté gauche complètement paralysé. Je devais la soulever manuellement de son fauteuil roulant, la manœuvrer sur le lit et l'aider à aller aux toilettes. Je replaçais constamment son corps pendant la nuit pour éviter les escarres. À travers tout cela, elle me fixait avec un ressentiment palpable. Elle détestait dépendre de la fille qu'elle avait auparavant mise à la porte. J'ai absorbé sa frustration et j'ai gardé un silence strict. Sa seule ligne de vie restante était son téléphone. Chaque après-midi, elle exigeait que je le pose sur ses genoux. Sa main droite tremblante composait lentement le numéro de Bradley. Elle insistait toujours pour mettre l'appel sur haut-parleur. La sonnerie mécanique résonnait dans mon petit salon. Cela se terminait toujours par le même message automatique lui disant de laisser un message vocal. Elle appuyait sur le bouton de fin d'appel, prenait une inspiration superficielle et réessayait. 5, parfois 10 fois de suite, elle laissait des messages vocaux désespérés. Sa voix craquait lorsqu'elle le suppliait de décrocher juste une minute. Je me tenais près de l'évier de la cuisine, lavant la même tasse à plusieurs reprises en l'écoutant s'effondrer. Bradley n'a jamais répondu. Il n'a jamais rappelé une seule fois. Le silence absolu de son côté était assourdissant. Le mercredi, son anxiété a atteint son point de rupture. Elle m'a forcé à envoyer un texto à Cynthia. Elle a dicté un message émouvant la suppliant de lui donner des nouvelles de leur voyage d'affaires. Les heures ont passé. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir et j'ai continué mon travail de design. Enfin, l'écran s'est allumé. J'ai ouvert le message et je le lui ai lu à haute voix. Cynthia avait tapé une réponse froide et brève. Nous sommes extrêmement occupés par ce voyage d'affaires. Beaucoup de réunions.
Nous passerons ce week-end. Cette seule phrase a radicalement changé le comportement de maman. Ses yeux enfoncés se sont illuminés d'un immense soulagement. Elle a souri pour la première fois depuis que Bradley l'avait déposée. Elle a passé le reste de la semaine à parler sans arrêt du week-end à venir. Elle m'a ordonné de laver et de repasser son meilleur chemisier en soie pour qu'elle soit parfaitement présentable. Le samedi matin est arrivé. Maman s'est réveillée avant l'aube. Elle a insisté pour que je l'aide à s'habiller immédiatement. Je l'ai installée dans le chemisier repassé et j'ai positionné son fauteuil roulant face à la fenêtre. Elle observait la rue en contrebas avec une intense anticipation. Chaque fois qu'une voiture passait, elle se penchait en avant, agrippant fermement les accoudoirs. J'ai préparé le déjeuner, mais elle a refusé de manger, affirmant qu'elle voulait attendre Bradley. Le soleil de l'après-midi a décliné pour faire place au crépuscule. Les lampadaires se sont allumés dehors. Aucun SUV ne s'est garé le long du trottoir. Personne n'a frappé à ma porte. J'ai vérifié mon téléphone à plusieurs reprises. Aucun appel manqué, aucun SMS. Le dimanche a suivi exactement le même schéma agonisant. Elle est restée assise près de la fenêtre du lever au coucher du soleil. Le week-end s'est complètement envolé. La réalité de leur absence remplissait la pièce, lourde et inévitable. Pourtant, l'illusion persistait. Le lundi matin, alors que je lui donnais un bol de flocons d'avoine, elle a rompu le silence. Elle fixait le mur d'un air absent, inventant des excuses élaborées. Elle a déclaré que Bradley avait dû être retenu par une réunion d'urgence. Elle a raisonné en disant que sa carrière était exigeante. Affirmant que les hommes qui réussissent portent de lourds fardeaux. Elle s'est convaincue qu'il sacrifiait son temps pour assurer l'avenir de la famille. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas souligné les mensonges évidents ni le fait qu'il n'avait jamais appelé. J'ai simplement essuyé sa bouche avec une serviette. J'ai pris le bol et je suis retourné à la cuisine. Le déni lui servait de seul bouclier contre une vérité trop douloureuse à affronter. 2 semaines ont passé au rythme lent des séances de rééducation jusqu'à ce qu'un événement inhabituel se produise le samedi matin. Je venais d'aider maman à s'installer dans son lit pour une sieste en milieu de matinée. Je suis retourné dans la cuisine pour préparer ses médicaments. Soudain, mon téléphone a vibré violemment contre le comptoir. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon meilleur ami, Marcus. J'ai glissé le doigt pour répondre, coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en triant les pilules. Avant même que je ne puisse dire bonjour, sa voix a retenti dans le haut-parleur. Il semblait essoufflé, parlant dans un chuchotement rude et urgent. Il a exigé de savoir exactement où mon frère et ma belle-sœur étaient censés être. Je lui ai dit qu'ils étaient en voyage d'affaires crucial à l'autre bout du pays. Marcus a juré entre ses dents. Il m'a ordonné d'abandonner ce que je faisais et d'ouvrir les SMS qu'il venait d'envoyer. Il a expliqué qu'il était actuellement garé en face de la vaste propriété de ma mère dans le quartier de l'Ecoswego. Il avait remarqué quelque chose de complètement anormal et avait commencé à documenter la scène. J'ai attrapé le téléphone et j'ai ouvert notre fil de discussion. 4 photos haute résolution se sont téléchargées sur mon écran. J'ai appuyé sur la première image et mon estomac s'est noué. Bradley était là. Il ne portait pas de costume sur mesure. Il n'était pas assis dans une salle de réunion d'entreprise. Il portait un t-shirt de fac délavé et un short de sport. Poussant tranquillement une tondeuse à gazon sur la pelouse impeccable de la propriété de maman. Il avait l'air incroyablement détendu, sifflotant tout en jardinant. J'ai fait glisser rapidement vers la deuxième photo. Cynthia se prélassait confortablement sur le grand porche avant. Elle portait des lunettes de soleil de marque. Buvait une tasse de café fumante tout en feuilletant paresseusement un magazine de mode. Ils n'avaient jamais quitté l'État. Ils traitaient la propriété multimillionnaire de ma mère comme leur résidence de vacances privée. L'audace de leurs mensonges me brûlait les veines. Cependant, la trahison s'est rapidement transformée en une pure alerte lorsque j'ai vu les 3e et 4e photos. Un énorme camion de déménagement commercial tournait au ralenti au milieu de l'allée circulaire.
2 hommes en uniforme transportaient activement de lourdes caisses et d'imposants meubles à travers les grandes portes d'entrée ouvertes. J'ai zoomé sur les objets. Un canapé d'angle moderne en cuir, une table à manger contemporaine en verre. Un énorme téléviseur à écran plat. Aucun de ces objets n'appartenait à ma mère. Toute sa maison était strictement décorée avec des antiquités classiques et du bois de mahogany. Massif. J'ai remis le téléphone à mon oreille et j'ai exigé que Marcus me dise exactement ce qu'il voyait. Il a confirmé ma pire crainte. Les ouvriers déchargeaient méthodiquement les affaires personnelles de Bradley et Cynthia du camion et les apportaient directement dans la propriété. Ils ne s'arrêtaient pas seulement pour jeter un coup d'œil à la maison. Ils emménageaient activement. Mon esprit tournait à une vitesse folle, essayant désespérément d'assembler les indices fragmentés. Ils avaient déposé une femme paralysée dans mon appartement exigu. Ils avaient fabriqué une histoire élaborée sur un engagement professionnel d'1 mois. Ils avaient froidement ignoré ses appels téléphoniques désespérés, la laissant pleurer après eux pendant qu'ils coupaient simplement la sonnerie de leurs appareils. Toute cette cruauté calculée n'avait qu'un seul but précis, la faire sortir de la maison. Mais le puzzle manquait encore d'une pièce maîtresse. Ils possédaient déjà une grande et coûteuse maison de l'autre côté de la ville. Déménager toute leur vie dans la demeure vacante de maman n'avait absolument aucun sens. À moins qu'ils ne poursuivent un objectif beaucoup plus sombre et financier. Ils prenaient le contrôle total de son territoire. J'ai mis fin à l'appel avec Marcus, les mains tremblantes de rage. Je suis allé lentement vers le couloir et je me suis arrêté juste devant la porte de la chambre. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement. Maman était allongée calmement sur le dos, fixant le plafond, cherchant probablement encore à tordre la logique pour défendre l'absence de son fils chéri. Si j'entrais dans cette pièce et lui montrais ses photos dès maintenant, le choc l'anéantirait complètement. Cela pourrait déclencher un autre AVC. J'avais besoin de connaître toute l'histoire. J'avais besoin de preuves concrètes et irréfutables de leur but ultime, avant d'abattre cette vérité explosive sur son cœur fragile. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone. J'ai glissé l'appareil au fond de ma poche et j'ai ravalé la rage qui me brûlait la gorge. J'ai choisi le silence. J'allais enquêter moi-même sur ce complot. Ce soir-là, après avoir fini les tâches ménagères, j'ai décidé que je ne pouvais plus cacher cette cruelle vérité. J'ai essuyé le comptoir froid de la cuisine. Je me suis séché les mains sur une serviette et j'ai marché lentement le long du petit couloir. J'ai poussé la porte de la chambre. Maman était adossée aux oreillers, fixant d'un air absent l'écran de télévision en sourdine. Je me suis assise sur le bord de son matelas. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon smartphone et j'ai déverrouillé l'écran. J'ai ouvert le fil de discussion de Marcus et j'ai placé l'appareil lumineux directement dans ses mains tremblantes. Je n'ai fait aucune introduction. Je n'ai donné aucun avertissement. Elle a ajusté ses lunettes de lecture avec sa main validée à regarder. Elle a plissé les yeux devant la première image de Bradley tondant la pelouse. Son front s'est plissé sous l'effet d'une profonde confusion. Puis son pouce a fait glisser l'écran. Elle a vu Cynthia se prélasser sur le porche. Elle a encore fait glisser, tombant sur la photographie du grand camion de déménagement occupant son allée. La réaction l'a frappée comme un coup physique. Le visage de maman s'est immédiatement vidé de ses couleurs, lui laissant la peau pâle et tirée. Sa respiration est devenue courte et erratique. Elle a fait tomber le téléphone sur la lourde couverture en laine comme si l'appareil lui-même lui avait brûlé les doigts. Le mur impénétrable du déni s'est complètement effondré. Le soi-disant voyage d'affaires à travers le pays, les messages vocaux froidement ignorés. Le dépôt soudain et sans cérémonie dans mon appartement exigu. Chaque pièce du puzzle s'est assemblée avec violence. Elle comprenait enfin l'ampleur de leur trahison. Ils ne l'avaient pas déplacé par nécessité. Ils l'avaient systématiquement exilé pour s'emparer de sa propriété de plusieurs millions de dollars. Le piédestal d'or qu'elle avait construit pour son fils a volé en 1 million d'éclats. Un sanglot profond et guttural a jailli de sa poitrine. Elle s'est couvert le visage avec sa main valide, pleurant avec une intensité brute et agonisante qui a rempli la petite pièce.
Ses épaules frêles tremblaient violemment. Je suis resté assise en silence pour la soutenir dans cette tempête émotionnelle. Elle s'est avancée et a attrapé désespérément mon poignet. Sa prise était étonnamment forte, alimentée par une culpabilité écrasante et une panique pure. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux injectés de sang et remplis de larmes. Elle a abandonné le moindre reste de fierté. Tout ce que Bradley a aujourd'hui, a-t-elle étouffé, la voix tremblant violemment. Tout ce qu'il possède, c'est grâce à moi. Elle a lutté pour reprendre son souffle, forçant les mots douloureux à sortir de sa gorge. J'ai financé toute son existence. J'ai sacrifié toute ma vie pour lui. J'ai pris ta part. J'ai pris exactement ce qui te revenait de droit et je le lui ai donné directement. J'ai financé ses entreprises. J'ai payé son train de vie. Je lui ai tout donné et il m'a jeté comme une ordure. Cette confession brute est restée suspendue dans l'air étouffant. L'entendre enfin reconnaître l'injustice qui avait défini toute ma jeunesse a provoqué une onde de choc en moi. J'ai avalé difficilement, serrant la mâchoire et refusant strictement de laisser couler mes propres larmes. Ce moment exigeait une clarté absolue, pas une crise de larmes. Maman a soudainement lâché mon poignet et a fait un geste vif en direction de son sac de voyage posé dans un coin de la pièce. Elle m'a ordonné de le lui apporter. J'ai hissé le lourd sac en cuir sur le matelas et j'ai rapidement ouvert la fermeture éclair du compartiment principal. Elle a plongé frénétiquement sa main au fond de la poche cachée et en a sorti une petite pochette en velours usé. Elle a enfoncé fermement la pochette dans ma paume. Les lourdes clés en métal ont tinté bruyamment les unes contre les autres. « Prends ça », a-t-elle ordonné, son ton passant d'un profond désespoir à une urgence frénétique. Ces clés ouvrent mon coffre-fort principal à la banque du centre-ville. Il y a un carnet en cuir noir à l'intérieur. Il contient chaque mot de passe, chaque numéro d'identification bancaire et chaque détail de compte que je possède. Elle m'a serré les mains fort, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Elle m'a supplié de me connecter immédiatement au portail en ligne. Elle avait besoin de révéler toute la vérité. Elle craignait qu'il n'ait déjà touché à ses fonds d'urgence. Elle m'a demandé de tracer méticuleusement chaque virement bancaire, d'analyser chaque retrait et d'examiner chaque chèque compensé au cours de la dernière décennie. Le changement dans notre dynamique était absolu. La mère qui m'avait banni du domicile à 18 ans remettait désormais toute sa survie financière entre mes mains. J'ai refermé mes doigts sur la pochette en velours. Je me suis levé du lit et je me suis dirigé directement vers mon ordinateur portable. Le lundi matin suivant, j'ai emmené directement maman au cabinet de Maître Harrison, notre avocat de famille de longue date. J'ai poussé son fauteuil roulant jusqu'à sa salle de réunion privée. Nous avons posé la pile de relevés bancaires, de registres d'investissement et de reçus de virements sur son bureau en chêne verni. Maître Harrison a ajusté ses lunettes. Il a passé 1 heure à analyser chaque transaction enregistrée. Il a tapé des chiffres sur sa calculatrice, la mâchoire serrée. Enfin, il a poussé un grand soupir, a levé les yeux et a tourné l'appareil vers nous. La somme finale s'affichait en gras, 450 000 $. Bradley avait méthodiquement vidé ce montant exact de ses comptes principaux au cours des 10 dernières années. Il avait détourné son argent pour financer des entreprises en faillite, couvrir des dettes personnelles et acheter sa maison de luxe. Il avait traité ses économies comme un distributeur automatique personnel, retirant de l'argent sans jamais rien donner en retour. Maman a agrippé les accoudoirs de son fauteuil roulant. Ses articulations sont devenues livides à mesure que la réalité de cette exploitation financière impitoyable lui apparaissait clairement. Maître Harrison n'a pas perdu de temps. Il a lancé un protocole juridique strict pour monter un dossier contre mon frère. Tout d'abord, il devait prouver de manière définitive sa capacité mentale. Il a fait d'intervenir un médecin expert pour effectuer une évaluation cognitive. L'examinateur a posé des questions complexes concernant ses actifs, sa lignée et la date du jour. Maman a répondu à chaque question avec une clarté absolue et une précision redoutable. Son corps restait affaibli par l'AVC, mais son esprit fonctionnait parfaitement.
L'examinateur a signé l'attestation officielle d'aptitude mentale. Ce document crucial garantissait que Bradley et Cynthia ne pourraient jamais contester ses décisions juridiques devant un tribunal en prétendant de manière mensongère que j'avais manipulé une femme malade. Sa santé mentale était officiellement certifiée sur papier. Ensuite, Maître Harrison a rédigé la révocation de la procuration. Des années plus tôt, maman avait fait aveuglément confiance à Bradley et lui avait accordé des pouvoirs juridiques étendus pour gérer ses affaires. Ce papier lui donnait le pouvoir absolu de signer des contrats, d'accéder aux fonds et de prendre des décisions médicales. Maître Harrison a fait glisser le nouveau document de révocation sur le bureau. Il a tendu à maman un lourd stylo en métal. Elle n'a pas hésité une seconde. Sa main droite tremblait légèrement. Mais elle a appliqué l'encre fermement sur la ligne de signature. En un seul trait de plume, elle a dépouillé Bradley de tout son contrôle. Il ne possédait plus le droit légal de parler en son nom, de toucher à ses comptes bancaires ou de gérer sa vie. Son passe-droit avait totalement disparu, lui coupant l'accès à sa fortune. Sa souveraineté financière étant restaurée, Maître Harrison a agi pour sécuriser son bien le plus précieux, la propriété de l'Eco Oswego. Il a immédiatement préparé un avis officiel et l'a déposé directement auprès du registre du comté de la société de titres fonciers locale. Il a placé un blocage juridique strict et infranchissable sur le titre de propriété. Il leur a explicitement signifié qu'aucun transfert, vente, modification d'acte ou demande d'hypothèque ne pouvait avoir lieu sous aucun prétexte sans la signature directe et vérifiée de maman. Si Bradley tentait de vendre secrètement le domaine, d'en transférer la propriété ou de l'utiliser pour obtenir un prêt rapide, le système financier rejetterait instantanément la transaction frauduleuse. La propriété était verrouillée de l'extérieur. Bradley se retrouvait piégé dans une maison qu'il ne pourrait jamais posséder, vendre ou exploiter légalement. Enfin, Maître Harrison a préparé l'arsenal offensif pour notre confrontation civile à venir. Il a rédigé une sommation officielle pour violation de propriété. Ce document annulait officiellement toute autorisation implicite que Bradley possédait auparavant pour occuper le domaine. Il le catégorisait légalement comme un squatteur illégal, nous donnant le pouvoir absolu de faire intervenir les forces de l'ordre pour l'expulser s'il refusait de partir volontairement. Puis Maître Harrison a rédigé le document le plus foudroyant de tous, la lettre de mise en demeure. Il a joint la montagne de preuves bancaires, y compris chaque reçu de virement et chèque compensé, aux doses de la notification. La lettre exigeait le remboursement immédiat des 450 000 $. Maître Harrison a parfaitement structuré la menace juridique. Il a souligné que le fait de ne pas restituer les fonds volés entraînerait une poursuite civile agressive, un jugement du tribunal et une saisie directe sur les biens personnels de Bradley. Maître Harrison a imprimé les dernières pages et a soigneusement rangé la lourde pile de documents juridiques dans une chemise cartonnée neuve. Il a refermé le dossier et me l'a tendu directement. Le bouclier juridique était armé et prêt à être déployé. Un mois jour pour jour après qu'ils avaient abandonné ma mère sur le pas de ma porte, la voiture de sport de Bradley s'est garée dans la cour de l'immeuble. Le vrombissement puissant de son moteur haut de gamme a résonné dans la rue résidentielle calme, avant de s'arrêter brusquement. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, observant à travers les stores. Bradley est sorti du côté conducteur vêtu d'une veste coûteuse. Cynthia l'a rejoint depuis le côté passager, tenant un panier géant de fruits importés et un bouquet de fleurs fraîches. Ils ont échangé un coup d'œil rapide et calculateur, ont ajusté leurs vêtements et ont monté les marches en béton vers ma porte d'entrée. Leurs visages affichaient des sourires soigneusement travaillés. Ils étaient prêts à jouer une comédie de fausse inquiétude et de dévouement familial. On a sonné 2 fois à la porte. Je me suis avancé et j'ai ouvert la porte en bois sans dire un mot. Bradley a immédiatement affiché un sourire exagérément éclatant et enthousiaste et m'a dépassé pour entrer dans le petit vestibule. Cynthia l'a suivi de près, posant le panier de fruits sur ma petite table à manger avec un soupir de soulagement exagéré. Bradley a écarté les bras en déclarant haut et fort à quel point leur long voyage d'affaires à travers le pays avait été épuisant.
Il a prétendu qu'ils venaient directement de l'aéroport dès l'atterrissage de leur vol. Ils ont fait semblant de s'inquiéter, demandant si nous nous en sortions dans des locaux aussi exigus. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le mur du salon, et j'ai gardé un silence absolu. Je les ai regardés jouer leur rôle répété, les laissant creuser leur propre tombe juridique à chaque mot. Maman restait immobile dans son fauteuil roulant dans un coin de la pièce. Elle portait un chandail gris tout simple, ses mains reposant tranquillement sur ses genoux. Elle n'a pas souri et ne les a pas salués. Elle s'est contentée de fixer Bradley d'un regard froid et fixe, ne se doutant pas de sa transformation interne. Bradley a pris son silence pour sa soumission passive habituelle. Il a tiré une chaise de la table à manger, l'a placée juste à côté du fauteuil roulant et s'est assis. Il a pris sa main entre les siennes, adoucissant sa voix pour prendre un ton mielleux. Il a murmuré qu'elle lui avait manqué chaque jour pendant son absence. Cynthia s'est approchée derrière sa chaise, hochant la tête, les larmes aux yeux, faisant semblant de partager sa profonde peine. Puis Bradley est passé sans transition à son véritable objectif. Il a soupiré lourdement, regardant son bras paralysé avec un air de chagrin surjoué. Il a prétendu qu'après avoir consulté de grands spécialistes médicaux pendant son voyage, il avait réalisé que mon petit appartement manquait de l'équipement spécialisé nécessaire à sa guérison. Il a annoncé qu'il avait trouvé une résidence médicalisée de grand luxe en périphérie de la ville. Il a décrit l'établissement comme un complexe hôtelier 5 étoiles offrant des soins infirmiers 24 heures sur 24, des jardins privés et des centres de physiothérapie. Cynthia est intervenue, affirmant que c'était le meilleur environnement possible pour une femme de son rang pour passer ses beaux jours. Avant même que maman ne puisse réagir, Bradley a fouillé dans sa mallette en cuir et en a sorti un épais document dans une chemise bleue. Il a posé les papiers directement sur ses genoux avec un stylo noir élégant. Il lui a tapoté doucement l'épaule, l'incitant à signer les pages immédiatement. Il a expliqué que pour réserver sa suite privée dans cet établissement exclusif, il devait liquider la propriété de l'Ecoswego. Il lui a dit que le document lui accordait les pleins pouvoirs pour mettre le domaine en vente, gérer les négociations avec les acheteurs et transférer le produit de la vente directement sur un compte dédié à ses soins. Il a prétendu que le temps pressait et l'a pressé de signer sur les lignes indiquées avant que la suite ne soit attribuée à quelqu'un d'autre. Ils se sont penchés près d'elle, tournoyant comme des vautours, attendant une signature. Ils croyaient fermement qu'elle restait la même mère naïve et soumise qui céderait aveuglément toute sa fortune pour protéger son fils chéri. Ils n'avaient aucune idée que sa confiance s'était brisée des semaines plus tôt. Ils ne savaient pas que son esprit était aiguisé comme une lame et que chaque pont juridique reliant Bradley à sa richesse avait été brûlé. Je suis resté immobile contre le mur, surveillant silencieusement sur mon téléphone. Ils étaient tombés directement dans notre piège, totalement inconscients de ce qui allait leur tomber dessus. Au moment même où Bradley poussait la pile de papier et le stylo vers ma mère, 3 coups fermes ont résonné à la porte d'entrée. Je me suis décollé du mur, j'ai traversé le petit salon et j'ai tourné le verrou. Maître Harrison est entré d'un pas assuré dans l'appartement, tenant la chemise cartonnée neuve contre sa poitrine. Le sourire compatissant et surfait de Bradley s'est immédiatement évaporé. Il a reculé sa chaise en bois avec violence, les pieds grinçant bruyamment sur le sol. Il s'est levé, bombant le torse, et a exigé de savoir pourquoi un avocat s'immisçait dans une conversation médicale familiale privée. Maître Harrison ne lui a prêté aucune attention. Il ne lui a tendu ni la main ni adressé de salutation. Il est passé directement devant Bradley et s'est installé juste à côté du fauteuil roulant de maman, lui servant de bouclier juridique absolu. Il a ouvert la chemise cartonnée et a étalé méthodiquement les documents officiels sur la table à manger, recouvrant complètement les faux contrats de résidence pour personnes âgées de Bradley. Maître Harrison a ajusté ses lunettes et a regardé directement Bradley dans les yeux, ce dernier étant pris de panique. Il a annoncé d'une voix forte et autoritaire que Shirley avait officiellement rédigé un tout nouveau plan successoral. Il a déclaré que chaque autorisation précédente, y compris la procuration globale que Bradley détenait auparavant,
était légalement révoquée. Détruite et définitivement annulée. Cynthia a immédiatement sorti de son rôle. Elle s'est précipitée vers l'avant, la voix montant dans un cri hystérique et perçant. Elle a pointé un doigt agressif dans ma direction. Elle m'a accusé d'isoler une femme malade et vulnérable et de la manipuler malicieusement pour lui faire renoncer à ses droits. Elle a menacé d'appeler les services de protection des adultes et la police. Maître Harrison a calmement pioché dans son dossier et a présenté l'attestation médicale certifiée d'aptitude. Il a fait taire Cynthia instantanément. Il a déclaré clairement que des professionnels médicaux indépendants de haut niveau avaient minutieusement évalué Shirley et certifié sa capacité mentale. Il a fermement mis en garde Cynthia en lui disant que toute tentative de contester l'état cognitif de maman devant un tribunal échouerait lamentablement et entraînerait immédiatement de graves contre-poursuites pour diffamation et harcèlement. Bradley a fixé l'attestation médicale, les mains visiblement tremblantes. Il a réalisé que son arme principale de manipulation avait complètement disparu. Mais l'attaque juridique ne faisait que commencer. Maître Harrison a sorti le premier document offensif majeur. Il a plaqué la sommation pour violation de propriété sur la table. Il a explicitement informé Bradley et Cynthia qu'ils ne possédaient plus aucun droit légal, autorisation implicite ou privilège familial d'occuper le domaine de l'Ecoswego. Il les a catégorisés légalement comme des squatteurs hostiles et illégaux. Il a lancé un ultimatum brutal et sans concession. Il leur a donné exactement 24 heures pour emballer leurs affaires personnelles et quitter définitivement le domaine. S'ils restaient sur la propriété une seule seconde de plus après ce délai, Maître Harrison a promis de faire venir la police locale pour les évacuer physiquement, les menottes au poignet. Le visage de Bradley est devenu complètement livide. Sa respiration est devenue courte et saccadée. Ses genoux ont visiblement fléchi alors que la réalité de la perte de sa demeure volée s'imposait à lui. Mais Maître Harrison s'apprêtait à porter le coup de grâce. Il a replongé dans le dossier une dernière fois et en a extrait l'impitoyable lettre de mise en demeure, appuyée par des pages de reçus de virements, de relevés bancaires et de chèques compensés. Il a plaqué la lourde pile directement contre le torse de Bradley. Les papiers sont tombés au sol, s'éparpillant autour de ses chaussures en cuir coûteuses. Maître Harrison a exigé le remboursement intégral et immédiat des 450 000 $ que Bradley avait méthodiquement soutirés des comptes de maman au cours des 10 dernières années. Bradley a fait un pas en arrière, heurtant le mur de ses épaules. Il a bégayé de manière incontrôlable, prétendant désespérément que ces fonds étaient des dons volontaires et non des prêts. Maître Harrison a balayé sa pitoyable défense sans ménagement. Il lui a exposé la stricte réalité juridique de leur situation. Il a déclaré que si les fonds volés n'étaient pas restitués immédiatement, son cabinet d'avocats déposerait une plainte au civil d'ici la fin de la semaine. Il a promis de poursuivre sans relâche l'obtention d'un jugement, une fois que le juge aurait rendu sa décision en notre faveur. Maître Harrison s'est engagé à faire apposer une saisie directe et inattaquable sur tous les biens personnels de Bradley. Il a signifié clairement qu'il gèlerait ses comptes bancaires, saisirait ses actifs professionnels et forcerait la liquidation de sa résidence privée actuelle pour rembourser cette dette colossale. La pièce a été plongée dans un silence absolu et étouffant. Cynthia s'est effondrée lourdement sur une chaise de la table à manger, se tenant la poitrine, cherchant son souffle alors qu'une panique pure et sans mélange la submergeait. Bradley restait totalement pétrifié, ses yeux balayant frénétiquement la pièce, cherchant une issue qui n'existait pas. L'arrogant et intouchable fils chéri comprenait enfin la terrible vérité. Ils étaient entrés dans cet appartement en s'attendant à voler un domaine de plusieurs millions de dollars. Mais ils repartaient avec absolument rien, si ce n'est une montagne de dettes catastrophiques. 6 mois après ce jour fatidique, tout avait changé dans un ordre que personne n'aurait pu prévoir. La machine judiciaire s'est déplacée rapidement et sans la moindre pitié. Comme Maître Harrison avait verrouillé la propriété de l'Ecoswego de manière permanente, Bradley a complètement perdu sa principale source de revenus. Il ne pouvait pas vendre la propriété pour obtenir de l'argent rapide. Le tribunal civil a tranché en notre faveur,
validant légalement la dette massive. Le juge a frappé de son marteau et a ordonné une saisie sur l'ensemble des biens personnels de Bradley pour rembourser les 450 000 $ qu'il avait systématiquement volés. Les conséquences financières l'ont frappé de plein fouet. Les banques ont immédiatement gelé ses comptes chèques personnels et saisi ses portefeuilles d'investissement. Sans l'argent volé de maman pour lui servir de filet de sécurité, ses entreprises en déclin se sont complètement effondrées. Ses tentatives désespérées d'engager des avocats de la défense à bas prix ont lamentablement échoué. Face aux preuves irréfutables de Maître Harrison, d'autres créanciers ont senti l'opportunité. Ils se sont précipités sur lui, exigeant le paiement immédiat de ses prêts professionnels en souffrance. Des agents de saisie se sont présentés à sa porte au milieu de la nuit pour embarquer sa voiture de sport de luxe et le SUV coûteux de Cynthia. La banque a officiellement saisi sa grande maison de luxe, l'expulsant du style de vie somptueux qu'il avait financé avec de l'argent volé. Il a officiellement déposé le bilan. Alors qu'il se tenait sur le trottoir à regarder son empire préfabriqué partir en fumée, Cynthia n'est pas restée pour affronter la tempête financière. Au moment exact où le tribunal a saisi leur véhicule et que la banque a pris leur maison, sa fausse loyauté s'est totalement évaporée. Elle a absolument refusé de mener une vie de pauvreté et de galère aux côtés d'un mari ruiné. Elle a fait ses valises de marque, s'est rendue directement chez un avocat spécialisé dans les divorces et a demandé le divorce. Elle s'est battue hargneusement pour obtenir les derniers restes de leurs biens épuisés devant le tribunal de la famille, l'abandonnant complètement dans ses heures les plus sombres. Bradley a tout perdu en même temps. Il a perdu son mariage, sa richesse volée et sa réputation sociale irréprochable. Il loue actuellement un studio exigu et délabré à l'autre bout de la ville. L'endroit ressemble exactement au type d'environnement exigu où il avait froidement déposé sa mère. Paralysé. Il travaille dans un emploi payé au salaire minimum juste pour pouvoir s'acheter de quoi manger. Il a essayé de m'appeler des dizaines de fois, me laissant des messages vocaux pitoyables me suppliant de lui donner une seconde chance et de l'aider financièrement. Je n'ai jamais répondu à un seul appel. Je l'ai coupé de ma vie définitivement. Pendant ce temps, maman et moi avons loué un camion de déménagement et sommes retournés vivre dans sa propriété de Lake Oswego. L'atmosphère à l'intérieur de la maison a complètement changé. Nous avons débarrassé tout ce qui restait des affaires de Bradley et nous sommes réappropriés l'espace. J'ai transformé la grande chambre d'amis du rez-de-chaussée en mon nouveau studio de graphisme. Maman s'est investie dans ses séances de physiothérapie avec une détermination farouche et sans relâche. Elle a progressivement retrouvé de la mobilité dans son côté gauche, finissant par échanger son lourd fauteuil roulant contre une simple canne argentée. Nous avons mis en place une nouvelle routine quotidienne basée sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation aveugle. Nous passons nos soirées assises tranquillement sur le patio arrière, à boire du thé et à parler honnêtement du passé. Elle s'est officiellement excusée de m'avoir privé de ma jeunesse et d'avoir favorisé aveuglément un fils manipulateur. Elle a reconnu ses erreurs massives sans chercher d'excuses. J'ai écouté ses excuses sincères et j'ai choisi de lui pardonner. Nous avons arrêté de regarder en arrière et avons commencé à construire une vraie relation. Les profondes blessures de l'enfance se sont enfin cicatrisées, remplacées par un lien sincère et indéniable. Pour la première fois en 27 ans, nous fonctionnons comme une vraie famille unie. Le sang ne garantit pas automatiquement la loyauté. Le favoritisme aveugle ne fait qu'engendrer un sentiment de supériorité extrême et une avidité catastrophique. Les vrais membres d'une famille sont ceux qui restent à vos côtés lorsque l'argent vient à manquer, que la santé décline et que les tempêtes frappent. Bradley a choisi la pure cupidité au détriment de sa propre mère. Et l'univers lui a offert la vie solitaire qu'il méritait. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Pensez-vous que Bradley méritait une punition financière aussi sévère ou Evelyn aurait-elle dû lui donner une seconde chance? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos points de vue et discuter de ces dynamiques familiales intenses avec notre formidable communauté.
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager vos avis avec nous.